Les centres d'accueil sont des lieux vitaux. On y accueille chaque personne telle qu'elle est. On offre un espace sûr et bienveillant. Ces centres sont la première étape de l'accompagnement et à la clé, la confiance. Grâce aux pairs et aux professionnels, les centres offrent aussi un cadre. En général, les mesures de traitement dont on parle, les mesures de réduction des risques dont on parle également, c'est une formule relativement économique de faire une politique drogue. C'est beaucoup plus cher de faire de la répression des consommateurs, de les mettre en prison, de recommencer sans arrêt peut-être des traitements inefficaces, etc. Comment garantir la sécurité de tous sans exclure ceux qui en ont le plus besoin? Comment créer un espace accueillant, adapté aux besoins? Dans tous les centres, les usagers doivent savoir qu'ils peuvent venir sans jugement et bénéficier d'une écoute. Alors, j'ai le plaisir de débuter et je vous dirais que ces espaces d'accueil et de réduction des risques, chez nous, c'est véritablement le cœur de l'approche communautaire. C'est important de rappeler les valeurs qui unissent chacune de ces organisations. L'engagement, le respect, la compassion et la bienveillance. Ce sont des espaces qui, pour la plupart de nos usagers, constituent la porte d'entrée. D'une part parce que nos usagers sont assez réfractaires à aller frapper aux portes des organisations plus officielles, donc du réseau public de santé, parce qu'elles ne se sentent pas accueillies convenablement. On se sent jugé. Donc on vient dans nos organisations communautaires pour y trouver du calme, du respect et le véritable accueil. Donc, c'est la véritable première ligne. Quand on dit la première ligne, c'est vraiment là où on amorce un contact. On vient reprendre contact avec sa communauté. Et à partir de ça, on va être mis en contact avec d'autres ressources. C'est l'objectif. Mais on y va à son propre rythme. Donc, ces espaces-là, chez nous, ils existent bel et bien. Ce sont des espaces qui sont nés, comme la plupart de nos espaces d'accueil et de réduction des risques, qui sont nés de la pandémie du VIH. Et puisque nous sommes ici au CNLS, c'est à juste propos que l'on le mentionne, parce qu'on a découvert et on a surtout inventé la réduction des risques à partir de cette pandémie du VIH. Donc, ces organisations-là, chez nous, ils ont de multiples vocations. On nous a bien dit que ce n'était pas que les centres de consommation supervisés, ni les espaces où on distribue du matériel. Donc, les activités sont véritablement multiples. On s'adresse autant aux jeunes, aux femmes, aux hommes, bien sûr, mais on s'adresse aussi aux communautés immigrantes. On s'adresse aux autochtones, parce que nous avons une réalité autochtone aussi dont il faut tenir compte, dont les problématiques de toxicomanie sont excessivement importantes chez nous. Il faut y être attentif. Donc, pour vous donner un portrait très rapide de ce qu'on y fait, c'est un large éventail, on va y revenir dans quelques minutes, mais ça peut être donc des espaces physiques, ça peut aussi être des espaces mobiles. On en a pour les jeunes, pour la distribution de matériel, bien sûr. On a des espaces qui ne sont que des répits temporaires. Permettre de sortir de la rue quelques instants, quelques heures, une nuit, un moment pour se retrouver au chaud, avoir un repas, avoir des informations, recevoir de l'éducation, de la formation, des dons de vêtements, des dons d'aliments non périssables, des abris d'urgence, centres de jour, où on va avoir du soutien professionnel, soutenir par exemple la scolarisation, chez les jeunes notamment, chez les femmes aussi. Recevoir des informations juridiques, parce que c'est important. On a des problématiques chez les femmes, chez les jeunes, chez les personnes qui se font arrêter. Donc, comment naviguer dans le système judiciaire, avec qui, où aller. Donc, c'est excessivement important. Des ateliers aussi pour se sentir vivant, des ateliers de musique, des ateliers d'art. Et parce que notre clientèle est aussi une clientèle qui adore les animaux, particulièrement les chiens, il y a des formations canines. Donc, c'est quand même important parce que nous acceptons, dans la plupart de nos organisations, nous acceptons les chiens parce que ce sont les compagnons de vie de nos usagers la plupart du temps.
je voulais aussi souligner l'importance du partenariat. Si je vous disais que c'était la première porte d'entrée que l'on pousse, le partenariat avec les services policiers, avec les services de santé publique, donc avoir une trajectoire de santé, d'accueil, de logement, d'hébergement est cruciale. Mais essentiellement, c'est que dans ces espaces-là, on accueille et on permet aux gens d'aller à leur propre rythme, sans stigmatisation, sans jugement. Nos espaces existent donc bel et bien, ils sont nombreux, mais on y reviendra plus tard. Certains d'entre eux sont dans une situation assez précaire pour des raisons politiques. Il y a une reconnaissance désormais de la réduction des risques en Côte d'Ivoire parce que tout ce qui a été mis en place à travers les premiers projets de réduction des risques, où au départ c'était des services de prévention, sensibilisation aux abords des sites de consommation auprès des personnes usagères de drogue, s'est concrétisé par l'ouverture de centres dédiés et de centres intégrés. Et l'un des premiers modèles là-dedans, c'est le centre dont j'ai la responsabilité, qui est le CASA. Et ce que nous avons pu mettre en place par l'approche de réduction des risques pendant ces quelques années, aujourd'hui est en train d'être dupliqué sur tout le territoire, est en train d'être répliqué dans d'autres villes, ce qui veut dire qu'il y a une reconnaissance par les autorités, par les pouvoirs publics, par le ministère de la Santé, de ce que la réduction des risques est une opportunité, voilà, de pouvoir aider les personnes usagères de drogue. Et en ce sens que l'État, dans cette reconnaissance, ça nous appuie aussi au niveau des ressources humaines. Voilà, parce que c'est vrai que l'État n'a pas assez de moyens pour soutenir la réduction des risques, mais elle essaie aussi de s'impliquer pour donner, une certaine force à la réduction des risques en Côte d'Ivoire. Et la réduction des risques se voit à travers ces centres-là par les activités que nous mettons en œuvre là-bas et qui s'appuient sur un modèle de bas seuil d'exigence, notamment pour les centres dédiés qui ne reçoivent que du public exclusivement usagé de substances. Et voilà, pour résumer ainsi, dire que la réduction des risques est en train de faire son petit bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. Et c'est avec beaucoup de joie que nous voyons que les autres communautés des personnes usagères de drogue qui sont à travers tout le territoire ont de l'espérance, parce que voilà, ce qui a commencé à la capitale, à Abidjan, en train de se tendre vers les autres villes, parce que effectivement les autorités se sont rendues compte que le modèle, voilà, dont nous avons discuté ici, basé sur la médicalisation de la prise en charge des personnes usagères de drogue, a montré ses limites, et il fallait aussi avoir une approche médico-communautaire qui impliquait à la fois et les médicaux et les communautaires et les travailleurs sociaux. Voilà, une approche pluridisciplinaire où là-dedans, les usagers même sont des acteurs de leur prise en charge, a montré de bons résultats, et avec l'arrivée récemment des traitements de substitution en Côte d'Ivoire, notamment la méthadone, tout ça sont des éléments factuels, voilà, qui démontrent que la réduction des risques voilà, a tout son sens. Contrairement aux deux autres pays, à savoir le Québec et la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, on peut dire qu'il y a très peu d'espace du fait de l'absence d'un programme national de réduction de risques, mais aussi du fait d'un engagement politique pour vraiment créer des espaces vraiment plus conviviaux pour les communautés. Avant ça, du point de vue du politique, s'il y avait que peut-être les services psychiatriques, les associations de sévrage, éventuellement la prison, que le politique trouvait comme espace, voilà, dédié aux personnes usagères de drogue. Mais il y a eu un déclic avec l'avènement du programme PARICO, qui a permis de mettre la première unité d'addictologie à la capitale. Mais très vite, cette unité a montré ses limites, parce que l'espace qui était dédié pour la prise en charge intégrée
ne permettait pas de développer d'autres activités pour rendre le cadre un peu plus convivial, pour que les communautés se sentent vraiment à l'aise. Parce que c'était un petit local qui était dédié, où à peine on peut déposer deux tables. Ce local est un des bureaux de l'hôpital psychiatrique. Donc, ce qui fait que il y avait une réticence en termes de fréquentation. Les communautés ne se retrouvaient pas parce qu'il fallait partager par moment le même espace que ceux qui souffrent de déficience ou de troubles mentaux. Donc la collaboration était par moments difficile, problématique, et les gens ne se retrouvaient pas parce qu'il n'y avait pas d'activité, si vous voulez, d'autosupport récréatif, d'autonomisation pour que ça puisse marcher. Mais il y a quand même, depuis 2020, voilà, de nouveaux espaces au niveau communautaire qui ont été mis en place. Je donnerai par exemple l'exemple de Colibri Sud à Bobo, qui est un centre de prise en charge intégré au niveau communautaire, dont je suis le président, où nous avons un espace vraiment dédié qui reçoit vraiment les communautés. Nous essayons au mieux de les accompagner au cas par cas, où ils ont leur mot à dire dans le processus de prise en charge. Ce n'est pas le modèle peut-être type comme l'expérience de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, mais nous essayons vraiment de développer les autres activités qui gravitent autour du concept de réduction de risque. Mais pour le moment, nous ne faisons pas la prise en charge vraiment holistique avec des possibilités de traitement de substitution aux opiacés, parce que c'est encore réservé au domaine médical. C'est-à-dire que si une personne dans mon centre a besoin d'un traitement de substitution, il faut que on se déplace encore pour voir l'unité psychiatrique, pour voir avec le professeur, pour commander le traitement, qui est encore très coûteux, parce que ce n'est pas subventionné par l'État, c'est pas accessible, le traitement n'est pas accessible, voilà, aux citoyens lambda, aux communautés lambda. Donc la seule alternative que nous avons, ce sont les activités paramédicaux d'accompagnement, d'autonomisation, voilà, sur site, pour vraiment véritablement soulager les communautés en fonction de leurs besoins. Donc il y a un espace où ils peuvent dormir, ils peuvent se laver, nous faisons du maraîchage, les fruits de ce maraîchage sont transformés en activités génératrices de revenus pour qu'ils aient quelque chose dans leurs poches, pour qu'ils puissent au moins se payer ne serait-ce que les besoins élémentaires, voilà, en termes de produits d'hygiène, etc., etc. Donc en résumé, la situation semble peu reluisante, parce que nous n'avons pas de programme national de réduction de risque, mais il y a des initiatives communautaires qui sont mises en place de plus en plus pour voilà, aider vraiment les personnes usagères. Intégrer ces personnes usagères-là qui, pour certains, sont toujours dans les consommations, pour d'autres qui ont arrêté, dans le fonctionnement même du centre. Donc, ce qui fait que nous avons au sein de notre personnel des personnes qui sont usagers de drogue, avec qui nous travaillons et sans qui nous ne pouvons pas développer cette approche de réduction des risques basée sur le bas seuil d'exigence. Parce que chez nous, ce que nous avons développé, c'est tu viens comme tu es, on te reçoit comme tu es, on n'exige pas de toi que tu donnes ton nom à l'état civil. Ce n'est pas une exigence. On n'exige pas de toi que tu payes un sou. On n'exige pas de toi que tu sois abstinent. On te prend comme tu es. Là où ce que tu veux faire et comment tu veux être pris en charge, c'est défini par la personne usagère de drogue. Nous essayons vraiment de les impliquer au maximum pour que nos interventions soient facilitées, soient acceptées et soient comprises par la communauté des personnes usagères de drogue, afin qu'elles puissent savoir qu'on ne fait rien pour elles sans elles. Voilà. Lorsque tu as dit « notre gouvernement n'a pas suffisamment d'argent pour soutenir nos ressources », moi, ça me fait toujours mal d'entendre ça, parce que les gouvernements, ce sont des choix qu'ils font. Et là, on parle d'humains. On parle de citoyens qui sont en besoin. Et les gouvernements font des choix, privilégient certains axes plutôt que d'autres.
Et celui-là en particulier, parce qu'on parle de drogue, parce qu'on parle de santé mentale, ces domaines-là ont été, dans toutes nos sociétés, largement ignorés au niveau de la distribution des financements. Alors chez nous, c'est quand même nouveau, on est chanceux, parce que la plupart de nos organisations sont financées pratiquement à 100% par le gouvernement québécois, au niveau des services de santé, des services sociaux, de l'accompagnement. Certains organismes sont plus débrouillards, vont chercher aussi des fonds privés, ont des fondations. Maintenant, pour ce qui est de la participation des pairs, je pense, sans trop me tromper, qu'actuellement, on a atteint vraiment la reconnaissance des pairs sur le terrain, dans nos organisations. Ça n'a pas été facile parce que, on l'a dit tout au long de nos derniers ateliers, lorsqu'on a parlé des pairs, c'est qu'on a l'impression qu'ils venaient prendre la place de quelqu'un d'autre, alors qu'ils ont totalement leur place. Et que c'était une erreur de la part de ceux qui sont professionnels, qui ont une place qui leur revient parce qu'ils ont des connaissances. Mais les connaissances, nos usagers en ont énormément. Et des connaissances de terrain, de vie, d'expérience. Et c'est avec cette expérience-là que nos services deviennent meilleurs, plus aigus, c'est-à-dire plus précis dans les objectifs que l'on a de rejoindre nos clientèles, de soutenir nos clientèles. Alors les exemples, ils sont quand même nombreux. Des usagers qui accueillent ceux et celles qui n'ont pas de logement pour la nuit et qui veulent bien s'y rendre. Vous avez bien entendu dans les sites de consommation supervisée maintenant une acceptation des pairs. Nous avons au Québec une charte des pairs qui précise leurs valeurs, leur rôle, leur importance au sein d'une équipe multidisciplinaire. La place des pairs, elle est capitale parce que c'est le lien de confiance qui s'engage très rapidement. Chez moi, à Colibri, par exemple, le centre fonctionne grâce aux pères éducateurs. J'ai une équipe de 15 personnes et sur les 15, j'ai 10 pères éducateurs. Donc, un addictologue, du côté médical et paramédical, on a un addictologue, un attaché en santé mentale, un infirmier, un médecin généraliste, une coordonnatrice qui est docteur pharmacienne aussi, qui a une formation en addictologie. Mais l'essentiel du service, du fonctionnement est assuré par les pères éducateurs. Et moi, personnellement, je ne reçois pas de financement, ni du gouvernement, ni du Fonds mondial, ni d'aucun partenaire. Il n'y a que des initiatives au niveau local par les pères éducateurs qui permettent au centre de fonctionner. Parce que ces médicaux qui viennent ne sont pas des salariés, mais ils font de la vacation. Et pour pouvoir aussi les encourager, c'est le carburant qu'il faut compenser. Il n'y a pas de financement. Les parents, parce que comme on l'a dit, c'est une association, la prise en charge, elle est entièrement gratuite, elle est communautaire, donc on ne peut pas facturer les prestations. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il nous faut innover, il nous faut des activités génératrices de revenus pour pouvoir faire fonctionner le centre. Donc ces pères éducateurs sont là, c'est eux qui assurent la permanence 24 heures sur 24 avec un système de roulement. Eux, les médicaux n'interviennent que en cas de besoin spécifique pour la prise en charge, les consultations, les prescriptions, etc. Mais le reste du boulot est fait par les pères éducateurs. Et ils sont tellement organisés que chaque père éducateur a une petite cohorte de communauté, de 15-20 personnes, avec laquelle la personne travaille pour essayer de répondre aux besoins de son groupe. Donc, en fonction des sollicitations, on essaie de voir s'il y a l'espace pour les accueillir, pour les héberger, les loger, en attendant qu'on puisse faire la médiation avec les familles pour pouvoir vraiment les remettre en situation normale, de vie familiale, si je peux m'exprimer ainsi. Mais heureusement, il y a aussi des familles qui ont compris l'approche, donc qui n'ont pas les moyens pour payer, mais qui peuvent apporter un sac de riz, un sac de maïs, pour aider à faire fonctionner le centre. Donc pour vous dire que et c'est ça qui donne ou suscite de l'espoir, parce que quand les gens viennent au centre et qu'ils se retrouvent entre eux, ils se comprennent mieux, ils sont de plus en plus résilients, ça leur permet de garder espoir, de s'accrocher
éventuelle à quelque chose pour pouvoir vraiment facilement se réinsérer dans la société. Les pairs ne sont pas rémunérés chez moi. Voilà. Ce sont les médicaux qui font de la vacation. Donc, on essaie de compenser le carburant. Voilà. Donc, ouais, c'est le carburant qu'on paye, et c'est 5 000 francs, on négocie. 5 000 francs le carburant par vacation. Ils viennent 2 fois dans la semaine, voilà, en fonction du profil. Mais les pairs ne sont pas salariés, ils ne sont pas rémunérés. Donc, ils sont rémunérés, si tu le veux, à travers les activités génératrices de revenus, mais qui reviennent dans le panier commun pour faire fonctionner le centre, pour assurer l'alimentation, les autres produits hygiéniques, etc., etc. Mais ce qu'on arrive, par exemple, à réinsérer dans un secteur d'emploi, arrive quand même à négocier avec le patron pour qu'il puisse avoir un salaire décent et continuer vraiment les week-ends à venir appuyer vraiment le centre dans le fonctionnement. Sinon, les pairs n'ont pas de salaire, ils sont pas rémunérés. Bon, il y a une rémunération salaire, mais aussi naturelle. Un de ces éléments clés, c'est celui de la rémunération. Donc, ne pas abuser de l'expertise, de l'expérience, de ne pas utiliser les usagers pour des fins très particulières, très utiles, mais sans rémunération. Donc, chez nous, c'est devenu un incontournable. On doit rémunérer nos pairs. Donc oui, je disais que je suis très émue de voir tous ces efforts avec des ressources complètement différentes. On a la Suisse qui a de grandes ressources, mais le Burkina avec si peu de moyens, de pas... moi, à votre place, je baisserais les bras, je serais dans un découragement tel, puis de voir que vous avez la flamme, puis que vous réussissez à mobiliser, puis à donner justement l'envie et l'espoir à vos usagers de participer, de mettre les premiers pas à ce grand projet, mais vous êtes au début, ça m'émeut énormément et je me sens vraiment privilégiée d'être ici puis de pouvoir voir tous ces gens qui travaillent pour nous aider. Ça me touche, ça me touche. Au nom de toute ma communauté, un grand merci à vous tous, à tous vos projets, toutes vos initiatives, toutes vos énergies, tout votre cœur, tous vos espoirs, toutes vos idées. C'est vraiment un bain de... Je n'ai pas de mots. Merci.